comment faire en sorte qu'ils restent dans mon entreprise et s'épanouissent au sein de mon entreprise. Donc aujourd'hui, on a la chance de pouvoir faire ce webinaire grâce à la KCC de San Diego. On remercie Sylvie pour nous avoir organisé cela. Aujourd'hui, Olivier, donc mon associé qui est CPA expert comptable, et moi-même qui suis partenaire chez USA France Financial, on va vous parler de l'engagement à la fidélité, les clés pour retenir vos talents. Alors peut-être, je ne sais pas si Sylvie, tu es toujours avec nous, mais peut-être avant qu'on commence, tu souhaites peut-être dire un mot pour la Chambre de commerce ? Je crois. Je crois que Sylvie n'est plus. Ah, si, Sylvie. Désolée, je ne retrouvais plus la fenêtre. C'est moi. Merci pour le petit temps de présentation. En tout cas, je voulais aussi vous remercier tous les deux, Adrien et Olivier, pour le temps que vous consacrez pour aider notre communauté à mieux comprendre et à mieux appréhender certains sujets comme l'engagement et la fidélité des talents. La dernière fois, on avait fait un super webinaire pour le lancement d'une entreprise aux US. Quel était le meilleur statut employé? Où était la meilleure implantation? Et donc, voilà, je voulais vous remercier en tout cas chaleureusement pour votre partenariat et pour votre soutien à la communauté. Donc, moi, Sylvie Alméry, directrice de la Chambre de commerce franco-américaine pour le sud de la Californie, mais basée à San Diego. Donc, on couvre San Diego, le comté d'Orange. On a une communauté de plus de 200 membres. Et parmi eux, des grands groupes comme Safran, Colas, Thales, Louis Vuitton. Donc, très, très fiers de la qualité de nos membres. Et voilà. Notre mission, c'est vraiment d'être connecteur de l'écosystème, pour connecter nos membres, quelle que soit leur taille. Donc là, j'ai précisé des grands groupes, mais on a aussi des PME et des plus petites entreprises qu'on soutient. Donc voilà, très ravie. Je vous remercie chaleureusement encore une fois pour cette présentation et à très vite. Parfait. Merci Sylvie. Olivier, du coup, je te donne la parole. Donc nous, USA France Financial, pour présenter le groupe, on a un cabinet de gestion privée ici aux États-Unis. On s'est spécialisé dans l'accompagnement des Français franco-américains dans toutes leurs problématiques financières. Et aujourd'hui, on se focalise sur la branche Business Services qui accompagne les entrepreneurs français, franco-américains, même chose, qui sont venus s'installer ici aux États-Unis ou qui pensent à venir s'installer ici aux États-Unis dans leur journey. Olivier, je te donne la parole. Merci Adrien. Donc le but du séminaire d'aujourd'hui, c'est bien évidemment de parler de l'engagement à la fidélité, qui sont les clés pour retenir les talents. J'ai un petit écho derrière, je ne sais pas qui. Alors, au sommaire d'aujourd'hui, nous allons avoir 3 parties avec Adrien dont nous avons parlé. Un petit peu, on va vous parler globalement des enjeux de la rétention aux États-Unis, ce qu'on a souvent tendance à sous-estimer. On va vous parler un peu plus en détail des plans clés pour justement mettre en place cette rétention de ces personnes clés, notamment aux États-Unis, et comment mettre en œuvre un petit peu toute cette articulation, sachant qu'on répondra à vos questions, même si on n'est pas nombreux, je pense, mais on répondra à vos questions à la fin, donc n'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous souhaitez. Donc, tout d'abord, quand on parle des enjeux, on parle bien évidemment de plusieurs aspects, à la fois du coût du turnover, les raisons du départ et également de comment mettre en place une stratégie qui soit essentiellement proactive et non pas réactive, vraiment d'anticiper cette problématique-là. Alors, on va essayer de parler un petit peu d'exemples d'une personne qui est aux États-Unis et d'une personne franco-américaine qui a 10 employés et qui justement, l'un des défis qu'il a sous-estimé est la rétention de ses employés et notamment de ses employés clés ici. Donc, quand on parle bien sûr de rétention, il faut aussi savoir qu'au départ, au préalable, on a souvent tendance à sous-estimer notamment les départs. Vous savez, quand on a un départ, de façon générale, il faut savoir qu'aux États-Unis, le coût moyen d'un turnover, le taux de rotation, le taux de turnover annuel moyen aux États-Unis pour des employés de façon générale est de à peu près 15%, entre 13 et 15% par an, ce qui est quand même assez important, assez colossal. C'est qu'en moyenne, quand on regarde une entreprise américaine, chaque année,
13 à 15% des employés se renouvellent et quittent leur société. Et quand on parle de personnes clés, c'est-à-dire ce qu'on appelle notamment des exécutifs, que ce soit des CEO, des CEOs, des personnes cadres, là, ce taux passe à 20, parfois même 25%. Donc là aussi, souvent, on a tendance à sous-estimer de fait de se dire, je recrute mes employés, mais comment je fais pour les conserver? Parce que l'enjeu que ça va être bien évidemment ce fameux turnover. Au-delà de l'aspect qu'une personne parte, il y a bien évidemment un coût associé à un turnover. Alors, bien évidemment, les coûts classiques, les frais d'agence, la problématique d'investissement, de renouvellement, bien sûr de frais administratifs. Il faut passer évidemment par des agences notamment. Et si on fait venir des gens de l'étranger, il y a les coûts de visa avec les honoraires que cela représente, bien sûr, mais de trouver aussi les bonnes personnes avec tous les frais engendrés au niveau de relocalisation. On estime souvent aux États-Unis qu'une personne qui parte va coûter à l'entreprise entre 2 à 4 fois son salaire annuel. Faut bien le comprendre. Et souvent, quand on parle d'enjeu, on a souvent tendance à se dire, moi, je vais pas mettre en place forcément des aspects sur le long terme ou peut-être de rajouter un petit peu des coûts financiers dont on va entendre parler tout à l'heure, on va vous expliquer tout à l'heure. Et le vrai enjeu, c'est qu'il faut bien connaître, avoir conscience de ce chiffre-là, c'est quand une personne part, en moyenne, ce que ça coûte à une entreprise, c'est entre 2 fois à 4 fois son salaire par départ, sont 2 fois à 4 fois son salaire annuel. Et ça, on a souvent tendance à le sous-estimer dans ce cadre-là. Donc, bien comprendre un petit peu la base de tout cela. Donc, bien évidemment, on parle des coûts indirects, tout ce qui est associé. C'est bien évidemment qu'est-ce qui va se passer en termes de productivité et l'impact que ça génère également au niveau des autres employés. Parce que plus vous voyez une personne partir, plus les autres employés se posent la question pourquoi le collègue est parti. Donc, ça a un peu une mauvaise énergie, une mauvaise émulation, bien évidemment. Donc, il y a plusieurs aspects, bien sûr, quand on parle de quelles sont les raisons d'un départ. Bien évidemment, il y a la rémunération, les avantages, entre le manque de compétitivité des salaires, mais pas essentiellement, le manque de visibilité sur le long terme. Qu'est-ce qu'offrent les concurrents également par rapport à nous-mêmes? Quelles sont les perspectives de carrière? Parfois, ce qu'on a souvent tendance à négliger quand on est aux États-Unis, le titre. Souvent, un titre, c'est pour ça qu'on a autant de vice-présidents aux États-Unis, notamment dans une entité. C'est que pour un Américain, c'est important d'avoir un titre. Un titre, c'est une reconnaissance. Donc, il ne faut pas parler que d'argent. Si parfois, on parle de titre. Quand on est en France, ça peut-être un petit peu moins d'importance, même si ça peut en avoir. Aux États-Unis, l'importance du titre, c'est pour ça qu'on est autant créatif dans les titres aux États-Unis, parce que ça a un vrai impact sur la motivation des personnes et des employés. Donc, c'est pour ça que je dis souvent l'exemple des VP. On a beaucoup de VP dans une entreprise, mais c'est quelque chose qui est important et qu'il ne faut pas négliger. Alors, bien évidemment, on aura l'aspect culture, environnement. Je viens d'évoquer le manque de reconnaissance. Ça, il faut pas négliger l'équilibre entre la vie professionnelle et personnelle. Et bien évidemment, l'aspect flexibilité, le fait de pouvoir travailler en remote, ce qui a beaucoup changé les dernières années depuis le Covid, c'est une donne qui est assez importante. Et bien évidemment, la valeur que va pouvoir inculquer l'entreprise. Souvent, on a des nouvelles valeurs qui sont importantes, notamment pour la nouvelle génération, en termes d'impact, d'image que l'entreprise peut représenter autour d'un écosystème. Ça va avoir un impact très important, notamment au niveau des jeunes générations, pour voir quelle image, quelle valeur on souhaite véhiculer. Et ça aussi, certains jeunes de nos jours viennent travailler dans des entités, dans ces entreprises, par rapport aussi à l'image que cette entreprise véhicule. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. De façon générale, sachez qu'aux États-Unis, la rémunération est toujours un facteur qui est déterminant dans une embauche et dans une perspective de longue durée. C'est beaucoup plus important que l'aspect que l'on a en France. Vous allez souvent avoir le cas aux États-Unis où une personne va quitter un employeur pour une petite augmentation de salaire, et même si elle est bien. À l'inverse, en France, quand on est bien dans une entité, dans une entreprise, on se sent bien, même si quelqu'un va nous faire une offre, on va quand même se poser la question, et on a tendance souvent à la refuser d'un premier abord parce que on se sent bien dans cette entité-là. L'aspect rémunération est un aspect primordial aux États-Unis. Il faut pas le négliger. C'est une des raisons, un des objectifs de notre séminaire d'aujourd'hui, bien évidemment. Donc, bien penser à ces stratégies de rétention des talents, ce qu'on appelle d'être proactif et non pas réactif. Une proactivité, c'est de mettre en place les outils en amont, dès lors qu'on embauche une personne, et non pas dès lors qu'on se retrouve devant le fait accompli. C'est pas être capable de réagir, c'est être capable de proagir, d'être proactif, ce dont on appelle, pour être capable d'attirer les meilleurs talents. Et vous savez que quand on attire des meilleurs talents, on attire les gens tout autour, parce que
Bien évidemment, l'écosystème qui est encadré, ça motive bien évidemment notre personnel et l'entreprise tout entière. Donc bien penser à cela. Donc maintenant, quand on parle bien évidemment de rétention, il faut savoir qu'est-ce qu'on parle par rétention. Est-ce qu'on parle quels sont les plans d'épargne pour la rétention, quels sont les avantages, quels sont les développements, les perspectives de carrière. C'est ce qui est prédéterminant dans le cadre de cette rétention-là. Donc, on va parler là des principes de base. Quand on commence à parler de rétention, il faut savoir quels sont les principes de base. La rémunération, bien évidemment, c'est un point de départ qui est essentiel. Bien évidemment, le salaire de base va être important. Quelles sont les perspectives d'augmentation, de bonus, de ce qu'on appelle de participation aux bénéfices, mais également les avantages sociaux. Et les avantages sociaux, c'est un avantage qu'il faut comprendre le système aux États-Unis. Quels sont les avantages que donne de façon basique, j'insiste bien basique, toute entreprise américaine. Et une des problématiques que l'on a quand on est entreprise française, on vient aux États-Unis, on a souvent tendance à négliger ces petits aspects d'avantages basiques qui sont les points de départ. Et si on n'a pas ces avantages basiques, on n'aura déjà pas l'intention, bien évidemment, de l'employé. Donc, il faut bien penser, la compétitivité des salaires est importante, mais ces avantages basiques dans un premier temps, le salaire, bien évidemment, les congés payés. N'oubliez pas qu'aux États-Unis, il n'y a pas de durée légale de congés payés. Donc, c'est vous qui allez définir les congés payés. C'est aussi faux de penser, quand on a un employeur qui vient de France, de se dire, oh, de toute façon, aux États-Unis, il n'y a pas besoin de donner des vacances aux employés. C'est pas vrai. Légalement, on n'est pas obligé, mais contractuellement, si vous ne le faites pas, vous n'attirerez aucun cadre. Ne pensez pas que les Américains n'aiment pas prendre de vacances, ne souhaitent pas prendre des vacances. C'est un élément important et qui est de plus en plus important, en plus avec une nouvelle génération. Donc ça, la durée moyenne des congés payés aux États-Unis, on sait bien qu'elle est au minimum de 4 semaines dans la plupart des entreprises, dès lors qu'on a une certaine ancienneté. Donc, ne pensez pas que c'est 5 jours ou une semaine par an, personne ne viendra. Donc ça, c'est important, ces principes de départ et les types de plans de santé aussi, j'aurais tendance à dire, c'est le basique, mais il faut les connaître et il faut avoir un plan de santé qui soit attractif, bien évidemment. Maintenant, quand on parle Adrien, de couverture, et je disais tout à l'heure de points de départ qui sont essentiels, qu'est-ce qu'il faut connaître pour toi dans ce cadre-là au niveau des différents types de couverture? Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, hein. Lorsqu'on est un employeur français, qu'on vient s'installer aux États-Unis, il y a une notion qui est clé de comprendre. C'est que là où en France, on est sur un système social dans lequel on a été éduqué, qui nous protège, aux États-Unis, l'employé va beaucoup plus compter sur son employeur pour avoir tous ces avantages au niveau de la santé, au niveau de la protection. Et donc, le premier dont on parle, c'est l'assurance invalidité. Ici, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis short-term disability. Il n'y a pas de chômage aux États-Unis. Si demain, il y a beaucoup moins enfin, pas de chômage, c'est pas forcément vrai, ça dépend des États, mais il y a beaucoup moins d'aide que l'on va avoir côté américain. Et cette couverture, elle est clé. Un short-term disability, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en cas d'invalidité, à court terme, on va voir qu'il en existe une à long terme, eh bien, j'ai un pourcentage de mes revenus qui sont couverts pendant une période donnée. Donc ici, généralement, les couvertures remplacent entre 40 et 70% du salaire de l'employé en cas d'invalidité. Et pour le short terme, ça peut aller jusqu'à 30 jours, 90 jours, ça dépend en fonction des couvertures qui sont mises en place. Mais ici, c'est la responsabilité de l'employeur de mettre en place ce type de couverture pour protéger ses employés. Alors, généralement, 60% du salaire couvert en cas d'invalidité, on peut se dire, waouh, ça fait peur. Est-ce que le premium, le coût va être complètement indécent? La réponse, c'est non. Généralement, comme la plupart des compagnies proposent ce type de couverture, c'est du cas par cas encore une fois, mais c'est une couverture assez, comme tu disais tout à l'heure, basique, générique, qui est offerte par la plupart des employeurs et qui reste abordable en termes de bénéfices que vous pouvez proposer. Et dis-moi si je me trompe, Adrien, mais en termes de coût, ce que ça représente pour l'employeur, c'est un coût qui est pas significatif, on est d'accord? Non, on est tout à fait d'accord. C'est un coût qui n'est pas significatif. Ça, c'est un bénéfice qui est facile à offrir pour l'employeur et qui est très recherché par l'employé. Et si on va sur le long terme, disability, je dirais même que pour l'employeur, c'est clé. Demain,
je mets en place ce type de couverture. J'ai un employé qui est malade. Alors, entendu que ça n'arrive à personne, mais si j'ai mis ce type de couverture, bah, je sais que j'ai 60% de son salaire qui va être couvert jusqu'à la fin de son invalidité. En tant qu'employeur, ça me permet quoi? Bah, j'ai pas besoin, entre guillemets, de couvrir son salaire pendant cette période-là, puisque c'est l'assurance que j'ai prise qui le couvre. Moi, je peux potentiellement recruter un remplacement temporaire, hein, pour pouvoir bien continuer mon activité. Donc, il y a un vrai avantage pour l'employé, hein, et c'est la première raison pour laquelle on le fait. Mais en termes de business aussi, c'est important, parce que moi, en tant qu'entreprise, eh bien, j'aurais pas de poursuite, j'aurais pas enfin, ce type de souci, puisque ben, j'ai bien taken care de mon employé et il est couvert pendant cette période d'invalidité. Hein, donc, comme on le voit, hein, 49% des employeurs qui proposent ça, c'est important. Et, dernier point, enfin autre point, hein, l'assurance décès. Bon, ça pareil, hein, ça c'est quelque chose de très peu coûteux. C'est je pense, le bénéfice qui est le plus offert par les entreprises ici aux États-Unis. C'est simple, c'est de l'assurance décès. Vous allez couvrir une fois, deux fois, trois fois le salaire annuel. Si jamais il se passe quelque chose, que ce soit au sein de la société ou pas, d'ailleurs, hein, ou en dehors de la société, eh bien, la famille aurait cette assurance décès qui paierait et qui viendrait couvrir l'employé. Donc ici, encore une fois, un outil de protection qui est offert par l'employeur à l'employé, qui est peu coûteux et qui est facile à offrir. Ouais, merci Adrien. Et c'est vrai, trop souvent, hein, comme le dit Adrien, on a trop souvent des entreprises françaises qui viennent et en fait qui ne proposent pas cela, alors que, comme Adrien vient de l'évoquer, c'est pour les short term et long term disability, c'est la moitié des employeurs l'offrent et les groupes term life insurance, c'est plus de 2 tiers des employeurs qui l'offrent. Donc c'est vraiment quelque chose de basique qu'il faut mettre en place, sinon, encore une fois, on va pas attirer, au moins, on va pas attirer l'attention, ça sera pas suffisant, mais c'est vraiment quelque chose qui sera primordial pour la plupart des employés. Donc maintenant, ouais, merci Adrien. Donc là maintenant, à partir du moment où on part du principe de base, le but maintenant c'est de se dire comment pouvoir fidéliser justement mes employés sur le long terme. Et c'est là on va vraiment rentrer dans le débat de la rétention. On va vraiment rentrer dans cette réflexion là, bien évidemment dans toutes les opportunités de développement qui sont liées à ce qu'on appelle, je dirais, extra-financiers, hein, qui vont être liés là plutôt à l'aspect formation, qui est quelque chose d'important, mentoring, hein, mentoring et coaching, qui est vraiment important également dans le cadre des sociétés, et savoir aussi quels sont les développements, quelles sont les perspectives de carrière que je vais avoir auprès des entreprises. Sachez également que les Américains ont une capacité d'adaptation qui est quand même assez exceptionnelle, et ils ont une capacité de changer des postes, et ils sont demandeurs aussi pour changer des postes. On a souvent aussi des opportunités de carrière. Hein. On a beaucoup de gens qui changent complètement de carrière, même à 40 ans aux États-Unis, c'est quelque chose de courant, parce qu'on aime et on n'a pas peur de changer de carrière aux États-Unis. C'est vrai qu'en France, on est peut-être un peu plus frileux, ou peut-être les passerelles sont peut-être un peu moins importantes, et ça se ressent dans les entreprises. C'est-à-dire qu'il faut être capable également de voir, de donner cette passerelle et cette possibilité à ses employés d'avoir la chance, la possibilité de développer ses compétences et de changer de projet, d'avoir une rotation dans ses fonctions et d'avoir vraiment des plans de carrière qui soient assez définis, mais aussi interchangeables. Et ça, ce sera quelque chose qui est assez nécessaire dans ce cadre-là. Donc, quand on parle de rétention, souvent on parle souvent de définition, ce qu'on appelle aux États-Unis d'un key employé, hein, ce qu'on appelle une personne clé. Hein, souvent, une personne clé, c'est ce qu'on définit comme une personne qui a des compétences assez uniques, notamment en termes de gestion et de leadership, mais c'est pas forcément un cadre supérieur, ça peut être peu importe la fonction. Hein, c'est vraiment, quand on parle d'un key employé, c'est vraiment une personne dont nous-mêmes, en tant qu'employeurs, nous allons définir qu'elle est importante pour la continuité de notre entreprise. Donc, ça va être une relation qui va être importante, notamment dans le cadre de communication avec les clients ou dans le cadre d'une production également, dans le cadre où, si cette personne n'est plus là, son remplacement peut être assez difficile et coûteux, parce que des compétences peuvent être rares, hein, et encore une fois, on ne parle pas forcément de qualification, on a de plus en plus de postes, entre guillemets, non qualifiés, qui sont de plus en plus difficiles à remplacer, donc ça aussi, on peut être considéré comme une personne clé. J'insiste bien, hein, c'est pas vraiment l'ami, on pense que ça va être un cadre supérieur. Non, ça va être notre définition à nous. Et de façon globale, c'est le départ de cette personne pourrait avoir un impact négatif, bien évidemment, dans la continuité de la société. Donc, Adrien, quand on parle souvent de personnes clés, on a souvent tendance à se dire qu'est-ce que je peux faire pour me couvrir au cas où
cette personne clé n'était plus là, soit elle partait d'elle-même, soit elle était amenée malheureusement à décéder. Enfin, en cas de circonstances exceptionnelles, qu'est-ce que je peux faire pour me protéger dans ce cadre-là? En tant qu'employeur, il y a une couverture qui est simple, hein, et qui est importante à mettre en place. C'est ce qu'on appelle la key person, la key man insurance. Ça s'appelle ici aux États-Unis. Et en fait, tout simplement, hein, c'est un plan d'assurance vie, un peu l'assurance vie comme on connaît en France, où qui va être payé par l'entreprise, mais qui va avoir ce capital d'essai, hein, qui en cas malheureusement de décès ou d'invalidité de l'employé, eh bien, me permet d'avoir les liquidités, hein. Tu en parlais tout à l'heure, recruter, ça a un coût. Perdre un employé, ça a un coût. Eh bien, ici, hein, lorsque j'ai un employé qui, entre guillemets, est clé de faire tourner mon business, mettre en place ce type de couverture me permet de faire face à cette éventualité-là, hein. Autre chose qui est importante et qu'on a vu ensemble récemment, Olivier, pour les personnes qui ont développé leur entreprise ici aux États-Unis, hein, qui ont des key employees depuis un moment, qui ont mis ce type de plan en place depuis un moment. Il faut savoir que au sein de cette assurance vie à laquelle l'entreprise contribue, il y a une épargne qui s'accumule petit à petit au fil des années, qui pourrait, hein, par exemple, dans le cadre d'un plan de succession, permettre à l'employé clé, si on le souhaite, hein, nous en tant qu'employeurs et qu'entrepreneurs, eh ben, de nous racheter, par exemple, notre société. Donc déjà, premièrement, un outil de protection, hein, ça c'est clair, et c'est très important, qui me permet de faire face à toute éventualité, mais aussi, hein, pour être un peu positif, si tout se passe bien et on le souhaite pour notre employé, tout se passe bien pour la société, et que cet employé souhaite potentiellement racheter, ça lui fera un pactole, un montant d'épargne auquel il va pouvoir avoir accès pour nous racheter nos parts éventuellement. Bon, super, merci Adrien. Bon, sachez que ces plans d'assurance vie, hein, les primes ne sont pas déductibles d'un point de vue fiscal pour l'employeur, mais c'est un réel avantage puisque bien évidemment, tout l'accroissement d'épargne ne sera elle-même pas taxable, donc c'est l'avantage fiscal qui sera de l'autre côté dans ce cadre-là. Donc maintenant, quand on rentre dans le détail, là, on rentre vraiment dans l'aspect financier, dans le détail une fois que j'ai mis en place, je dirais, les plans nécessaires, ce qui est un petit peu, on va dire, entre guillemets, basique, comment je fais pour là aller conserver, attirer, mais surtout conserver mes talents aux États-Unis. Et il faut savoir qu'aux États-Unis, on a deux types de plans qui existent. Des plans qui sont connus, ce qu'on appelle les qualified plans, et des plans non qualified qui sont le plus souvent méconnus et qui, on va le voir tout à l'heure, est vraiment la clé, qui sera la clé de différenciation et la vraie clé de rétention des employés. Donc, quand on parle de qualified plans, hein, ce sont des plans de façon générale qui sont assujettis aux règles, ce qu'on appelle de l'ERISA aux États-Unis, donc des règles antidiscriminatives, antidiscrimination. Donc, si je donne un avantage à un employé, il faudra que je le donne, j'ai la possibilité de donner à tout le monde, au moins aux personnes qui sont sur le même niveau hiérarchique, et même au-delà de cet aspect-là, il faudra le donner à tout le monde de toute façon, quoi qu'il arrive. C'est un avantage fiscal. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'argent qui sont mis dans ces plans-là vont grandir en générant des revenus qui ne sont pas taxables aujourd'hui. C'est ce qu'on parle de fiscalité différée. Ce sont des plans également qui vont permettre à l'employeur d'avoir une contribution, un abondement à ce plan qui sera déductible fiscalement. Donc, c'est une charge déductible pour l'employeur, donc avantage fiscal pour l'employeur. Non taxable pour l'employé pour la partie employeur et déductible pour l'employé pour la partie que l'employé met. Mais par contre, ce sont des contributions qui seront plafonnées. On va le voir tout à l'heure, on rentre vite dans les limites de ce système-là. À l'inverse, les plans, ce qu'on appelle non qualifiés, ne sont pas assujettis aux règles d'antidiscrimination, c'est-à-dire qu'on peut le donner à une personne et pas aux autres, donc on le donne à qui on veut. Ce sont des plans qui ont une totale flexibilité, c'est ce qu'on appelle, qui peuvent être entre guillemets discriminatoires, hein, donc c'est-à-dire qu'en fait, on le donne à qui l'on veut, mais en même temps, il n'y a pas de reste qu'on appelle le vesting, hein. Dans les plans qualifiés, vous avez un règle de vesting, c'est-à-dire que si vous donnez un avantage aux employés, au bout d'un certain nombre d'années, vous avez l'obligation que ça revienne à 100% à l'employé. Donc, en général, le vesting maximal dans un plan qualifié, c'est 6 années. Donc, si demain, vous donnez un avantage à un employé, au bout de 6 années, au plus tard, au bout de 6 ans, cet avantage appartient à 100% à l'employé. Et s'il part, eh ben, ce sera sa propriété à lui. À l'inverse, un plan non qualifié, on pourrait même envisager de le mettre jusqu'à la retraite. Et si l'employé ne fait pas toute sa carrière dans l'entreprise,
et qui, par la veille, par exemple, il peut perdre l'accumulation de tous les avantages qu'il aura effectués. Et l'avantage également, c'est qu'on n'a aucune limite dans la contribution. Par contre, on verra, ce ne sera pas forcément un avantage fiscal présent, mais ce sera un avantage fiscal qui pourrait être futur. Donc, quand on parle des plans qualifiés, d'abord, c'est ce qu'on appelle souvent les plans de retraite. Il y a plusieurs catégories de plans, hein, ce qu'on appelle souvent les Defined Benefit Plans et les Defined Contribution Plans. Il y en a plusieurs, hein, ce qu'on appelle les classiques. Et il y a ce qu'on appelle qui sont un peu plus élaborés. Alors, que ça veut dire quoi plus élaboré? C'est dès lors qu'on atteint les limites au niveau des plafonds dans les aspects classiques, on peut aller au-delà avec de nouveaux plafonds, mais qui sont un petit peu plus hauts. On va en parler après. Dans les plans traditionnels, hein, on va en parler après, les Safe Harbor, les 401k classiques et les IRA Simple et SEP, et bien évidemment Profit Sharing. Et dans les plans élaborés, nous avons ce qu'on appelle les Defined Benefit Plans et les Cash Balance Plans qui sont un petit peu plus modernes et d'actualité en ce moment en termes de planification financière. Donc, quels sont les outils financiers qui vont être à ma disposition d'abord pour retenir mes employés en termes de plans qualifiés? Donc, j'insiste bien, les plans qualifiés, ce sont les plans qui sont assujettis aux règles d'administration fiscale américaine, assujettis aux règles de l'antidiscrimination. Donc, tout d'abord, on a ce qu'on appelle souvent les plans qui sont les plus populaires. Donc, c'est les plans de 401k, les plans de retraite. Et à l'intérieur des plans de retraite, on a différents composants. Le Safe Harbor, qui est un petit peu celui qui est le plus recommandé dans le cas des PME à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme je l'évoquais tout à l'heure, les plans de retraite, les plans qualifiés sont assujettis aux règles d'antidiscrimination. Et c'est assez compliqué de justifier souvent, de se dire comment je fais quand même pour donner un petit peu plus d'avantages à un employé par rapport à d'autres, sachant que j'ai ce coup près de l'antidiscrimination. Et le but du Safe Harbor, c'est de dire je donne un minimum à tous les employés, c'est-à-dire que moi, je vais abonder un plan de retraite à tous mes employés, qu'ils contribuent ou pas. Donc, la moyenne, en général, on va dire, ça va en moyenne entre 3 et 4%, ça peut être plutôt 3%. Donc, je donne relativement 3% du salaire que j'abonde dans un plan de retraite à un employé, sans qu'il ait forcément l'obligation d'y abonder lui-même. Mais en contrepartie, je vais pouvoir, on va en parler après, donner, dans le cas du profit sharing, un peu plus aux gens qui ont des rémunérations plus grandes. Hein, c'est ce que ça va nous permettre un petit peu de contourner, je dirais, d'une façon safe, les règles d'antidiscrimination en donnant quelque chose à tous les employés, mais en contrepartie, j'aurai un effet levier pour donner un petit peu plus dans les cadres du profit sharing. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans la plupart des plans de retraite, vous avez 3 composants qu'il faut connaître. Vous avez la partie employé, ce qu'on appelle, c'est notre contribution à nous, hein, qui est souvent plafonnée à 23 500 $ par an si on a moins de 50 ans, 31 000 si on a plus de 50 ans. Ça, c'est déductible de nos revenus. Il y a ce qu'on appelle le matching de l'employeur. Donc là, dans ce cas du Safe Harbor, c'est le matching. Donc, je donne 3%, peu importe que mon employé contribue ou pas. Et il y a une troisième composante dans un plan de retraite, c'est ce que l'on appelle le plan, le profit sharing. Et en gros, le profit sharing va vous permettre de donner en complément du matching de l'employeur une rémunération supplémentaire à vos employés que vous allez verser dans ce 401k. Et ce profit sharing, vous allez pouvoir, entre guillemets, favoriser des personnes basées sur leur rémunération et sur leur âge. Donc souvent, ce que l'on fait, c'est que l'on va définir un cadre et plus une personne aura un âge proche de la retraite et plus cette personne aura une rémunération importante, plus on va pouvoir permettre de fixer un critère qui va permettre en tant qu'employeur de donner une somme plus importante dans le cadre du profit sharing. Et ça, on pourra le faire si on a dans le cadre d'un Safe Harbor. Si vous n'avez pas un Safe Harbor, qui est un plan traditionnel, c'est-à-dire que je suis assujetti aux règles d'antidiscrimination, là, dans ce cadre-là, je suis obligé de donner le même montant à tout le monde, à tous mes employés dans le cadre du profit sharing. Donc, ça va être intéressant, c'est-à-dire que la cotisation, ce que moi je verse en tant qu'employé, ma part à moi, c'est une déduction fiscale dans la limite de 23 500 $. Ça représente une conformité qui est beaucoup plus simplifiée pour l'employeur. Mais également, je vais pouvoir renforcer, je vais pouvoir attirer des talents parce qu'automatiquement, je vais dire, venez, vous avez un plan de retraite, que vous abondiez ou pas ce plan de retraite, je vais mettre 3% de votre salaire par an. Et ce qui aurait l'avantage, mais je vais pouvoir derrière profiter de la possibilité, dans le cas du profit sharing, d'abonder d'une somme plus conséquente pour certaines personnes, et notamment les personnes qui ont une rémunération plus importante. Et les employés, bien évidemment, je vais avoir une épargne de retraite qui est garantie. Sachez que dans le cas d'un plan de retraite, l'argent est mis sur un plan dédié.
c'est la propriété de l'employé, hein, bien évidemment. Si un vesting, c'est la propriété de l'employeur, hein, et donc souvent le vesting, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, une partie qui perdra de ma partie employeur. Ce qu'il a grondé, lui, l'employé, c'est sa propriété, mais ma partie à moi, une partie sera retenue. Par contre, à partir d'un délai de 6 ans, je ne pourrai plus rien faire, ce sera la propriété de l'employé. Pardon. Donc, dans ce cadre-là, hein, ce sera un avantage, c'est que l'employé, cet argent va être mis sur un plan qui est au nom de l'employé. Les contributions sont immédiates, 100% acquises, donc c'est placé dans un fonds. Et bien évidemment, c'est complètement protégé, hein, de toute protection contre les créditeurs éventuels contre l'entreprise. Ça, c'est vraiment important de le connaître. Donc, c'est vraiment un vrai avantage. Le solo 401k, il est plus dédié, et là, je ne vais pas m'attarder aujourd'hui, plutôt à un entrepreneur. Et dans le cas d'un entrepreneur, un solo 401k, c'est un plan simplifié, en gros, qui, par définition, est assujetti pour une personne qui n'a qu'un employé. Hein, donc moi-même, je suis entrepreneur. Je peux mettre en place un 401k pour moi tout seul. Et ça va me permettre d'avoir un avantage fiscal assez important et assez considérable dans ce cadre-là. Je peux également me mettre en place ce qu'on appelle un SEP. Là, c'est plutôt également en tant qu'entrepreneur. Je vais pouvoir aller jusqu'à 25% de la rémunération ou de ma rémunération et du bénéfice de l'entité, je vais pouvoir mettre dans un plan de retraite. Mais là, bien évidemment, si j'ai pas beaucoup de bénéfices, je pourrais pas mettre beaucoup dans ce type de plan de retraite. Donc, il n'est pas forcément optimal lorsque l'on a un résultat qui n'est pas très important. Il vaut mieux être dans un solo 401k pour un entrepreneur. Après, on a un Simple IRA. Simple IRA, ça va avoir l'avantage fiscal d'avoir certains avantages fiscaux, donc on va regarder tout à l'heure. Un plafonnement un petit peu moins intéressant qu'un 401k, mais un coût administratif qui est beaucoup plus faible qu'un plan de retraite traditionnel, et donc beaucoup moins de formalités, et ça présentera d'avoir une meilleure simplicité. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, il y a le profit sharing. Alors, le profit sharing, il peut s'intégrer à l'intérieur d'un plan de retraite, du 401k, donc je vais intégrer, je vous ai évoqué tout à l'heure la possibilité de le mettre dans le cadre d'un plan de retraite, d'un safe harbor 401k, qui est quand même le vrai avantage, c'est-à-dire que je vais mettre, moi, en tant qu'employé, de l'argent, l'employeur va mettre un matching, et en plus de ça, l'employeur va pouvoir rajouter une quote-part, qui est le profit sharing, et qui, lui, dans la mesure où je ne dépasse pas 70 000 $, va me permettre de rajouter un complément de salaire, donc non assujetti aux taxes pour l'employé, non assujetti aux charges spéciales pour l'employeur. Et ce sera un vrai avantage parce que dans ce cadre-là, je vais pouvoir donner en quelque sorte un bonus et de favoriser dans ce cadre-là des employés, mais là plutôt basé sur la rémunération et basé sur l'âge. Parce qu'on n'est pas basé sur le critère, hein, j'insiste bien, de hiérarchique. Plutôt reposer. Après, maintenant, quand on va dans les produits un peu plus élaborés, nous avons à la fois les Defined Benefit Plan et les Cash Balance Plan. Donc, il faut savoir qu'aux États-Unis, les plans de retraite sont de façon générale plafonnés à 70 000 $ par employé. Alors, quand je dis 70 000 $ si vous avez moins de 50 ans, 77 500 $ si vous avez plus de 50 ans, 70 000 $, c'est entre la partie employée, donc les 23 500, le matching de l'employeur et le profit sharing de l'employeur que j'évoquais tout à l'heure. La somme de ces trois chiffres ne peut pas dépasser 70 000 $ si on a moins de 50 ans, 77 500 $ si on a plus de 50 ans, et à partir entre l'âge de 61 et 63 ans, on peut encore rajouter un peu plus de 3 000 $ dans ce type de plan. Mais au-delà, je ne peux pas mettre plus d'argent. Il y a un autre plan qui est ce qu'on appelle le Defined Benefit Plan et Cash Balance Plan qui va permettre à l'employeur, en plus de la partie traditionnelle des plans de retraite du type 401k, je vais pouvoir recréer un second plan qui va vous permettre de pouvoir aller encore plus haut dans la typologie des plans de retraite. Et là, je vais pouvoir aller de façon plus importante. Donc, plus mon employé est âgé, plus il a un salaire important, plus je vais pouvoir mettre une somme assez conséquente. Donc, en règle générale, on peut mettre dans le cas d'un Defined Benefit Plan jusqu'à 280 000 $. Et dans le cas d'un Cash Balance Plan, on peut aller presque jusqu'à 400 000 $ par an. Donc, c'est l'employeur qui va mettre de l'argent dans ce type de plan de retraite. Mais attention, là aussi, je ne vais pas pouvoir discriminer. Il va falloir que je l'ouvre ce plan à tout le monde. Ma seule possibilité que j'aurai comme effet de levier, c'est le plan basé sur je peux donner plus à ceux qui gagnent un peu plus d'argent et à ceux qui sont un peu plus âgés.
Je ne peux pas donner plus basé, encore une fois, j'insiste bien sur un critère hiérarchique. Je vais devoir donner de l'argent à tout le monde. Donc, ça peut représenter un coût pour l'entreprise, mais c'est un vrai avantage parce que je peux aller encore au-delà des 70 000 $. Donc, beaucoup de sociétés, notamment des grandes sociétés américaines, mais même des sociétés, des PME, utilisent ces plans-là de retraite, à la fois Defined Benefit Plan ou Cash Balance Plan. La grosse différence entre un Defined Benefit Plan et un Cash Balance Plan, c'est qu'un Defined Benefit Plan, il va se reposer sur un calcul qui va se reposer sur une garantie de votre part de donner un certain pourcentage du salaire au moment de la retraite de votre employé. Alors qu'un cash balance plan, c'est chaque année, vous mettez de l'argent de côté et cet argent est placé de façon, je dirais, sécurisée sur un investissement, par exemple. Mais vous, chaque année, vous mettez de côté une somme qui va grandir au fur et à mesure du temps. Alors que le Defined Benefit Plan, c'est pas forcément un montant que vous mettez chaque année, c'est vous allez garantir à votre employé un pourcentage de son salaire qui lui sera versé au moment de sa retraite pendant une durée définie. Le cash balance plan, c'est vraiment un vrai, par définition, un vrai cash plan où je vais mettre, moi, en tant qu'employeur, chaque année dans un plan de retraite élaboré. Donc là, je vais pouvoir aller au-delà des limites. Et là aussi, ça va encourager les employés à venir. L'inconvénient de ce type de plan, vous avez vu, ce sont des sommes qui peuvent être importantes, et je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est le vesting. En règle générale, sur les cash balance plans, c'est pareil, c'est le maximum 6 ans. Au bout de 6 ans, l'argent que j'ai mis dans ce type de plan, si mon employé part, c'est entre guillemets, c'est pour moi, c'est pour ma pomme. C'est-à-dire que c'est la propriété de l'employé et je pourrais pas le retenir, ce sera son argent. Donc là, on s'inscrit vraiment sur une durée assez définie dans ce cadre-là. Donc vous le voyez à l'écran, les différentes catégories, les formalités comme j'évoquais tout à l'heure, entre 23 500 $ et 31 000 $ pour la partie employée, jusqu'à 70 000 $ ou 77 000 $ si on a plus de 50 ans pour la partie employeur, qui est le vrai avantage. Et je vous l'ai montré aussi tout à l'heure, l'avantage des Defined Benefit Plan et des Cash Balance Plan, le vrai avantage fiscal que l'on va avoir. Vous regardez dans ce type d'exemple que vous avez, quelqu'un qui a un format de caisse sur 10 ans. À gauche, vous avez « je ne fais pas de matching », donc c'est que l'employé qui contribue pendant 10 ans. Donc là, je suis pas dans Safe Harbor, je suis vraiment dans la catégorie « je n'offre pas d'avantage à l'employé », mais je pourrais pas matcher, donc si moi abonde à leur plan de retraite, à droite, j'abonde, par exemple c'est 18 000 $, je peux même aller au-delà si j'ai un profit sharing, donc on verra que c'est un vrai avantage fiscal quand même pour l'employé et pour l'employeur, bien évidemment, donc ça c'est quelque chose qui sera intéressant de mettre en place. Et donc souvent, ce sont des plans qui sont, à l'exception du cash balance plan que j'évoquais tout à l'heure, tous ces plans-là sont des plans qui sont assez connus et souvent qui sont, je dirais, le minimum dans une entreprise classique. Et c'est ce qu'on appelle les qualified plans. Mais qui dit qualified plan dit je suis limité dans le temps, comme la couverture médicale, je suis limité dans le temps et je suis limité. Je dois donner cet avantage à tous mes employés. Je peux pas dire si quelqu'un n'est pas performant, je peux pas lui retirer cet avantage-là. Là, on va voir le vrai avantage et c'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant. C'est ce qu'on appelle les non-qualified plans. Les non-qualified plans, par définition, ce sont des plans non qualifiés, non assujettis, je vous l'évoquais tout à l'heure, aux règles de l'ERISA. Donc, je donne à qui je veux, dans une durée que je définis moi-même et selon mes propres conditions. Et on a différentes structurations qui sont assez connues. Je vais vous parler surtout de celles qui sont les plus connues, mais vous voyez à l'écran, il y en a plusieurs. Je peux faire sous forme d'exécutif bonus. Donc, en gros, c'est des bonus qui sont définis en fonction de la performance de cadres exécutifs. Et en gros, si ces cadres exécutifs sont là jusqu'à la fin de leur carrière ou d'un délai défini, je leur donne sous forme de bonus ou sous forme de retraite différée un complément de rémunération. Ça peut être sous la cape d'un rétention bonus, donc ça c'est ouvert à tous les employés. Donc ça, on va essayer de se reposer sur la durée. Si vous êtes là dans 5 ans, je vous donnerai un bonus parce que vous êtes là au bout de 5 ans. Dans 10 ans, un autre bonus. Par contre, si vous partez avant, vous perdez tout. Au bout de 4 ans, au bout de 9 ans, vous perdez tout. Ça, c'est les grandes tensions bonus qui sont reposent plutôt sur la récompense financière et la continuité de carrière. Et donc, vous voyez ce qu'on appelle les non-qualified deferred compensation, qui sont assez connus, qui ont pour vocation, par définition, d'optimiser la rémunération des employés. Vous avez beaucoup d'employés, souvent, on leur propose des structurations de bonus ou de rémunération qui sont assez élevées et qui, finalement, sur une période très courte, vont avoir des tranches d'imposition assez élevées et qui, eux, vont souhaiter repousser le versement de leur salaire ou d'étaler le versement de leur salaire dans une période ultérieure. Pourquoi ? Parce que la période ultérieure permettra d'étaler et de diminuer et d'optimiser la fiscalité.
de permettre, au lieu d'avoir une tranche d'imposition plus élevée, le fait de l'étaler dans le temps, en taux moyen, j'aurai une imposition plus basse. Et c'est souvent utilisé par des gens des plus gros cadres dans les entreprises, enfin même pas plus gros cadres, les cadres de façon générale, où on met en place ces typologies de plans dans lesquels l'employé va lui-même demander de repousser ou d'étaler le versement de son salaire sur une période définie, avec l'objectif justement d'éviter d'avoir une fiscalité trop importante. Tout à l'heure, c'est j'offre un avantage financier à mes cadres, s'ils sont là, en fonction d'une sélection. Alors ça, c'est plutôt vraiment le but de ce type de plan, c'est vraiment définir en fonction de la position. C'est pas forcément sur le long terme, c'est vraiment défini en fonction de la position. Pour l'entreprise, je vais pouvoir sélectionner, bien évidemment, les types à qui je vais le donner. Par définition, c'est Executive Bonus Plan. Je vais avoir la déduction fiscale si je le verse tout de suite. Dès lors que je le verse, j'aurai la déduction fiscale. Pour l'employé, l'exécutif, il va avoir accès immédiat au fonds. Et bien évidemment, il aura potentiellement un intérêt fiscalement intéressant de ce côté-là. Là, ce qu'on appelle les NQDC, que j'évoquais tout à l'heure, les Non-Qualified Deferred Compensation. Le but essentiel, c'est, je l'ai évoqué, permettre aux hauts revenus d'épargner des sommes illimitées. Alors, on le dit à l'abri de l'impôt, c'est en différant l'imposition jusqu'à sa distribution et en offrant une flexibilité maximale à l'entreprise pour attirer et retenir ses talents les plus précieux. Donc, le but, c'est de donner un win-win pour tout le monde, de dire à l'employé, si tu restes dans le temps, tu vas avoir une rémunération plus importante. Donc, ça sera assez intéressant. Et de l'autre côté, on va étaler l'imposition, plutôt que de donner tout maintenant, on va l'étaler, donc fiscalement parlant, à la fin, vous aurez plus. Et pour l'employeur, c'est lui permettre de garantir que l'employé va rester sur une durée déterminée. On va dire à l'employé, attention, il faut rester une certaine durée pour pouvoir être ici. C'est ce qu'on appelle souvent les menottes dorées, les golden handcuffs. C'est-à-dire qu'en gros, de dire aux employés, ah oh là là, vous restez, le plus longtemps vous restez, plus longtemps vous aurez un package important. Et on va un peu les tenir entre guillemets parce que vous voyez, s'ils partent avant, ils peuvent tout perdre. Parce que encore une fois, on peut faire. Le CERF, c'est un vrai outil là qui va être aussi pour les hauts revenus, mais je dirais de façon générale, on peut le mettre dans la plupart des plans de retraite traditionnels. Au moment où son employé part à la retraite, il risque de se retrouver dans une situation où ses revenus vont baisser de façon assez conséquente. Même s'il a accumulé des revenus, on peut se retrouver dans une situation où, pendant les 10 prochaines années, l'employé va vouloir se verser, par exemple, son 401k, mais même en l'étalant sur 10 ans, il va avoir une baisse de salaire pendant les 10 prochaines années. Et il souhaite peut-être également que son 401k continue à grandir dans le cadre d'un plan de retraite. L'idée, c'est de proposer à ces cadres en leur disant, voilà, si tu restes jusqu'à ta retraite, je vais te garantir que pendant 10 ans, je vais te compléter un plan de retraite qui va te permettre, en plus des retraites traditionnelles que tu auras accumulées, les plans qualifiés, d'avoir 100% le même revenu que tu avais quand tu étais en fin de carrière. Et je vais te garantir pendant une durée définie, par exemple pendant 10 ans, je vais te garantir que pendant 10 ans, je verserai un complément de salaire tous les ans qui va te permettre de garder la même rémunération pendant 10 ans. C'est quand même assez exceptionnel, c'est de se dire que quelqu'un peut partir à la retraite et n'a pas de problématique. Pendant 10 ans, il sait qu'il est tranquille et qu'il n'a pas à se reposer uniquement sur son plan de retraite, sur son format. C'est vraiment un des outils qui est les plus utilisés par la plupart des entreprises, notamment les Fortune 1000 compagnies. Il y a 90% qui utilisent ce type de plan. 90%, imaginez. Il y a 30% des PME américaines, c'est quand même un montant, quelque chose d'important, parce que souvent, quand on est une entreprise française, qu'on arrive ici, il faut bien se positionner. Qu'est-ce que les PME américaines offrent? Parce que moi, j'ai pas envie de perdre mes employés. Donc ça, c'est de le connaître. Donc, c'est une vraie rétention. Imaginez demain un cadre, on va lui proposer une augmentation de salaire de 10%. Il va se poser 2 fois la question de se dire, attends, si je pars maintenant, qu'est-ce que je peux perdre? Et si on a des plans non qualifiés, comme j'évoquais, et notamment dans le cas des plans de retraite, je peux vous dire qu'on va se poser la question 2 fois. On a eu le cas il n'y a pas longtemps d'un client à nous qui nous a dit que justement ce plan-là,
lui avait permis de garder 80% de ses employés jusqu'à leur retraite. 80%. Imaginez, le turnover, il a baissé et 80% de ses employés sont restés jusqu'à l'âge de retraite, ce qui est exceptionnel. Parce qu'il avait ça, parce que justement, si ces personnes partaient avant, ils auraient perdu trop. Et donc ça, c'est le but. N'oubliez pas, comme j'ai évoqué en premier but tout à l'heure, les Américains, de façon générale, sont prêts à partir si on leur donne un petit peu plus d'argent. Si en revanche, on leur prouve par A plus B que s'ils partent, ils perdent beaucoup plus, ils se poseront la question de le faire. Donc, il faut bien comprendre que ces plans non qualifiés, c'est un élément indispensable dans une stratégie. Et souvent, malheureusement, les PME françaises, quand elles arrivent ici, les entreprises, même les groupes français, eh ben, au bout d'un moment donné, ils comprennent pas pourquoi ils perdent autant d'employés et pourquoi ils perdent autant de personnes clés. C'est parce qu'ils n'ont pas ce type de plan et que d'autres personnes, notamment les entreprises américaines, viennent chercher les employés en leur proposant ce type de plan. Donc, bien penser à cela. Les bonus de rétention, je l'évoquais tout à l'heure, ces bonus ont vocation à garder les employés sur le long terme. Le split dollar plan, et ce sera après une question que j'aurai aussi pour toi tout à l'heure, on va parler de financement de ces employés. Le split dollar plan, Adrien va en parler un peu plus après. Hein, le but, c'est de dire en gros à un employé, je prends une assurance vie à ton nom, je vais contribuer, abonder dans cette assurance vie une somme chaque année, ce qu'on appelle une cash value, qui sera à votre disposition au moment de votre retraite. Donc, je vais accumuler de l'argent et qui va grandir sans fiscalité. En contrepartie, l'assurance décès est au nom de l'employeur. Alors, ça peut paraître un peu étrange, hein, mais beaucoup de groupes américains le font comme ça aussi. C'est-à-dire qu'ils financent les plans non qualifiés par des assurances vie dans laquelle l'argent qui est injecté par la compagnie, ce qu'on appelle la cash value, est la propriété de l'employé. Par contre, l'assurance décès, s'il arrive quelque chose à l'employé, est la propriété de l'employeur, ce qui va permettre à l'employeur d'amortir en fait l'investissement qu'il aura effectué dans ses plans de retraite. Mais Adrien va vous en parler un peu plus après. Mais le split de leur plan, c'est en gros, je prends une assurance vie et on fait 50-50 entre guillemets. La cash value, elle est pour toi en tant qu'employé et moi, l'assurance décès, elle est pour moi en tant qu'employeur. Et ça, ce serait un avantage fiscal et Adrien va vous en parler après dans ce cadre-là. Les non-qualified salary different plans, je l'ai évoqué tout à l'heure, là, c'est donner la possibilité aux salariés d'étaler et de différer la distribution de leurs revenus. Ça va permettre de toucher cela dans le temps et d'optimiser la fiscalité. Au lieu de leur verser tout de suite, on leur permet d'étaler. Et ça aussi, c'est très utilisé et très courant dans les groupes américains d'avoir recours à ce type de rémunération et de donner la possibilité. Après, vous, en tant qu'employé, parfois, vous pouvez le refuser. Mais si vous l'acceptez, ça aura un avantage financier parce que vous aurez un peu plus et ça va vous permettre d'étaler fiscalement la surcharge de fiscalité, donc de pouvoir diminuer votre taux moyen d'imposition dans ce cadre-là. Donc ça, c'est assez intéressant. Et pour conclure, une chose qui est assez intéressante, c'est ce qu'on appelle le phantom stock. Les phantom stocks, vous savez, on connaît souvent ce qu'on appelle les RSU, les stock options aux États-Unis, qui sont finalement ouverts surtout aux grands groupes américains. Donc nous, en tant qu'entreprise française, quand on arrive pour mettre en place des stock options, souvent on se dit c'est assez difficile parce que c'est un coût qui est quand même assez important, c'est une contrainte administrative et financière. Quand on est une PME, beaucoup d'entreprises américaines utilisent ce qu'on appelle les phantom stock plans, qui sont une version, je dirais, simplifiée des stock options et qui, par définition, en fait, on va créer, à la différence des RSU ou des stock options, on va créer, dans ce cadre-là, des actions virtuelles. Je crée aujourd'hui des classes d'actions qui sont par définition virtuelles, basées sur la valorisation d'aujourd'hui du groupe et je vais figer aujourd'hui la valeur du groupe et je vais dire à mon employé, tu vas être propriétaire d'un certain nombre d'actions virtuelles par rapport à la valorisation d'aujourd'hui. Et si tu es là dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, tu auras la possibilité de revendre ces actions virtuelles basées sur la nouvelle valorisation. Donc, ce sera selon une clé qu'on définit. Et donc, par exemple, dans 5 ans, je serai propriétaire de ces classes d'actions parce que j'aurais défini que le vesting est de 5 ans pour un certain nombre d'actifs ou 10 ans ou 15 ans. Et imaginons que la valeur a doublé, je vais gagner de 2 fois sur cette valeur d'action. En fait, je ne suis pas propriétaire d'actions, mais c'est comme si j'étais propriétaire indirectement un peu de la valorisation de l'entreprise. Très motivant encore une fois, pour les Américains. Les Américains qui sont très entrepreneurs aiment ce type de plan parce que même si légalement je ne suis pas actionnaire, c'est un peu comme si je l'étais. C'est basé sur la valorisation. Donc, plus la valorisation de l'entreprise grandit, plus je vais bénéficier de cette valorisation. Donc, c'est quand même assez intéressant. Je vais différer là aussi. C'est pas un avantage qui va être fiscalisé aujourd'hui. Je ne paierai un impôt que quand je toucherai cet argent. À l'inverse, pour l'employeur, ce sera déductible que lorsque je verserai ce plan-là. Je ne dilue pas l'actionnariat puisque ce sont des actions virtuelles. Et c'est une simplification
super intéressante au niveau légal et administratif, parce que c'est très simple à mettre en place, très peu coûteux, et quelque chose qui est utilisé par beaucoup. Il y a beaucoup de franchises, notamment aux États-Unis, qui utilisent par exemple beaucoup de franchises Chick-fil-A. Leurs managers, ils ont tous des phantom stock plans qui leur permettent d'avoir cet avantage-là. Donc, j'ai vraiment, en tant qu'employé, participé à la croissance de la valeur de mon entreprise, avoir un potentiel de gain qui est assez significatif. J'ai vraiment une application personnelle, mais j'ai pas de risque d'investissement, de perte ou quoi que ce soit. Pour l'entreprise, ça va me permettre de motiver mes employés, de les garder sur le long terme, d'avoir une flexibilité. Je déduirai fiscalement à ce moment-là, mais ce sera le vrai avantage fiscal. N'oubliez pas de façon générale que les plans non qualifiés, ce sont des plans inconvénients pour l'employé, c'est qu'il n'y a pas de protection. Si un jour la société fait faillite, ben malheureusement, l'argent n'aura pas été mis de côté parce que par définition, c'est un plan non qualifié, sauf si, et on va en parler avec Adrien, justement, comment je fais pour garantir à mes employés de leur dire si je vais te mettre quelque chose de côté et même si demain je ne suis plus là, ben, il y aura une liquidité de côté. Mais par définition, normalement, en théorie, c'est ce qu'on appelle de l'argent qui est self-funded par l'entreprise. Donc, il n'y a pas de protection contre les créditeurs, alors que les plans qualifiés, il y en a une, c'est votre argent. Et c'est là où j'en reviens, c'est, Adrien, la question que j'ai à te poser, c'est qu'on a parlé de tous ces plans non qualifiés qui vont justement permettre de dire à l'employé, je mets de l'argent de côté pour toi, je te garantis d'avoir un argent de futur. Mais moi, en tant qu'employé, ma question va être de te poser, comment je fais, Adrien, pour financer cela, avoir une certaine garantie et de me dire, un jour, je vais avoir un retour et je peux voir qu'il y a de l'argent qui est mis de côté. Comment je peux financer tous ces plans-là? Tout à fait, c'est une bonne question, hein, Olivier. Et le plan le plus utilisé dans ce type d'outils, et on a beaucoup d'exemples en ce moment, c'est la cash value life insurance, hein, tout simplement. Les assurances vie américaines sont idéales pour financer ce type de produit. Alors pourquoi? Parce que côté employé, il y a vraiment ce triple bénéfice. Hein. J'ai de l'épargne. C'est une assurance vie permanente qui a ce qu'on appelle une valeur de rachat, comme tu le disais, que je peux voir. Hein, je me connecte sur mon compte, je vois ma valeur de rachat, je vois ma valeur de rachat qui croît hein, sur le temps. Je vois mon épargne, finalement. J'ai un aspect protection. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lié en fonction de ce qui a été mis en place, la plupart du temps, ce n'est pas lié au marché financier. Hein, ce qui veut dire que non seulement j'ai cette épargne, mais j'ai aussi une vision sur les rendements futurs. Hein, donc si je reste dans la société, si tout se passe bien, je reste dans la société 5 ans, 10 ans, 15 ans, je sais ce que mon employeur va mettre, les rendements que je vais avoir. Au niveau protection aussi, j'ai une assurance décès. Hein. Donc, on le disait tout à l'heure, certaines entreprises le prennent en faisant du split dollar la partie décès, d'autres entreprises laissent la partie décès à leurs employés, ce qui apprend une protection supplémentaire. Euh, alors, au niveau, j'ai aussi un peu de souplesse et de sécurité, un côté employé, toujours. Moi, je vais prendre l'exemple d'un client récemment qui a décidé de s'acheter une résidence, hein, parce qu'il avait vesté un certain nombre d'années au sein de ce plan. Hein, aujourd'hui, les taux sont ce qu'ils sont aux États-Unis. Et bien, grâce à ce plan qui a été mis en place par son employeur, il a pu financer sa maison en prenant en utilisant le concept du nantissement hein, et en ayant un taux à 5%, hein, ce qui est compétitif à l'heure actuelle, grâce à ce type d'assurance vie. Donc, côté employé, hein, c'est extrêmement efficace. Pourquoi? Parce que j'ai mon épargne, j'ai un côté protection et patrimonialement, eh bien, c'est top. Pourquoi? Parce que, je reprends l'exemple de mon client, il a pu financer son bien de façon très avantageuse. Côté employeur, pourquoi c'est idéal aussi? Eh bien, grâce au mécanisme de vesting, hein, t'en parlais tout à l'heure, on a effectivement un client qui a pu conserver la majorité de ses employés et qui conserve toujours la majorité de ses employés jusqu'à la retraite. C'est incroyable, surtout aux États-Unis. Alors, ça ne vient pas que du cash value life insurance, mais c'est sûr qu'en tant qu'employé, hein, lorsqu'on voit par exemple, j'ai vesté X montant, X montant, X montant, X montant, et si je pars, j'ai tous ces unvested parties qui est perdu. C'est un argument supplémentaire pour se dire, et c'est un outil de rétention supplémentaire
C'est un excellent aussi outil pour aller au-delà des plafonds 401k. Et puis surtout, au-delà de l'aspect financier, ça envoie un message fort de la part de l'employeur, que c'est ce fameux message CARE, qu'on offre à ses employés un outil qui les sécurise financièrement, et un outil également qui les protège, qui protège non seulement eux et leur famille. Et puis enfin, dans le cadre franco-américain, c'est important quand même. Si vous avez des employés, des cadres qui sont franco-américains, qui travaillent pour vous ici aux États-Unis, il faut savoir que si lors de leur retraite, cet outil leur est transféré, qu'ils rentrent en France, c'est des outils qui sont extrêmement portables. Pourquoi? Parce qu'ils gardent tout leur intérêt lors d'un retour en France. Ils vont être considérés comme de l'assurance vie, ils vont garder leurs avantages, et ce sera aussi pour eux, dans ce cadre-là, un game changer. Donc, au-delà, comme tu le disais, de tout ce qui va être plan traditionnel 401k, lorsqu'on va mettre en place des non-qualified plans, utiliser ce type d'outil pour le financer, c'est idéal. Voilà. Ah, Olivier, je crois que j'ai coupé. Ouais, non, mais c'est bon, c'est bon. Ah, je pense que c'est bon. Et donc, du coup, merci Adrien. Donc, en fait, vraiment, comme l'évoquait Adrien, ce qui est vraiment important, c'est de se dire, c'est comment je finance tout cela. J'ai une possibilité de financement. Donc, notamment, l'assurance vie, c'est l'outil qui est le plus utilisé, comme tu l'as évoqué, les cash value life insurance, qui est le plus utilisé par les employeurs américains dans ce cadre-là. Donc, pour conclure vraiment sur la partie rétention, comme on l'a dit, on vous évoquait tout à l'heure, bien de penser à tous les avantages, on a évoqué tout à l'heure la culture, bien évidemment, les actions, le lien de rétention, et comment je peux mettre en place tout cela, c'est avoir une approche personnalisée, vraiment se fixer les objectifs clairs de départ, comprendre le turnover dans une entreprise également, sachant qu'on connaît la plupart des raisons du turnover, mais parfois on a tendance à oublier les principes de base, donc il faut bien les connaître en amont. La flexibilité, on l'a évoqué tout à l'heure, être la possibilité d'être flexible dans sa carrière, dans son emploi. On en a parlé également tout à l'heure dans ce cadre-là. Comment m'assurer que mes employés comprennent l'importance des plans? C'est la communication. Parce que là, souvent, la problématique que l'on a, on a tendance à connaître les plans qualifiés, mais les plans non qualifiés, on a souvent tendance à mal les diffuser. C'est-à-dire que là où ça peut être une source d'échec également, c'est qu'on peut mettre en place les bons outils, mais on ne sait pas les expliquer et les communiquer aux employés. Et la communication sera primordiale dans ce cadre-là pour savoir être capable de montrer et d'expliquer, et donc justement à ses employés, et d'avoir des plateformes qui vont vous permettre d'avoir cette mise en place dans ce cadre-là. On l'a évoqué tout à l'heure, c'est de pouvoir être capable de mettre en place des clés. Comment je peux mettre en place des indicateurs dans mon entreprise pour comprendre le turnover? Le coût, c'est bien évalué aussi pour bien comprendre parfois. Voilà, le coût de mon turnover est entre 2 à 4 fois le salaire annuel. Au lieu d'avoir ce coût-là, il vaut peut-être mieux mettre une partie de cette somme dans un plan non qualifié qui vont me permettre d'avoir des gens qui vont rester, gagner en productivité, et derrière, bien évidemment, je gagnerai en efficacité dans ce cadre-là au niveau de mes engagements. Mes employés seront satisfaits, et donc tout sera assez optimisé dans ce cadre-là, je dirais. Être capable de suivre toujours à l'intérieur d'une entreprise, c'est bien de faire des sondages aussi pour voir un petit peu ce qui manque dans ce cadre-là, et de pouvoir toujours s'ajuster en fonction des situations que l'on peut connaître au cours d'évolution de son entreprise, et aussi de sa croissance, parce que bien évidemment, une entreprise, elle démarre, elle évolue, elle grandit, et donc il faut être capable de s'adapter, et c'est la force aussi aux États-Unis, c'est de pouvoir être capable de s'adapter en fonction des situations dans ce cadre-là. Je sais pas, toi, de ton côté, Adrien, en cadre de conclusion, qu'est-ce que tu souhaiterais indiquer? Non, je pense que j'ai dit beaucoup de choses, mais voilà, pensez, quand on vient ici aux États-Unis, je pense le clé à retenir, et qui est difficile quand on est français, qu'on vient s'installer, c'est cette différence sociale entre la France et les États-Unis. Mettez en place, il y a des bénéfices qui sont simples à mettre en place et qui vous permettront de retenir vos employés de façon peu coûteuse pour votre entreprise, et qui feront une vraie différence dans le package que vous proposerez, et qui vous montreront que vous, en tant qu'employeur français, vous avez compris la culture américaine, et que deux, il y a ce niveau de care pour votre équipe, que vous protégez, que vous chouchoutez,
et qui effectivement, hein, il y a aussi cet aspect personnel qui fera que vous allez pouvoir justement retenir bien mieux vos employés. Après, chaque Ouais. situation est vraiment personnelle, hein, donc propre à la société, propre à votre milieu. Il y a des milieux dans lesquels la rétention, c'est pas un problème. Il y a des milieux dans lesquels la rétention, c'est une vraie problématique, hein, donc n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit Olivier ou moi-même, pour qu'on puisse revoir votre situation de façon personnalisée, et puis vous conseiller, hein, sur le meilleur plan à mettre en place. Je sais pas si... Ouais, parfait, parfait, Adrien. Donc, comme il dit Adrien, vous avez le barcode d'Adrien à l'écran, vous avez le mien également. N'hésitez pas à nous contacter, tous les deux. Bien évidemment, tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui, notamment les plans non qualifiés ou les plans qualifiés, nous le mettons en place au sein du SA France Business Services. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On peut vous accompagner vraiment de A à Z sur cet aspect-là, mettre en place les plans de couverture médicale, mettre en place les plans de retraite 401k et autres, les disability, short term, long term, group term life insurance. Et de façon plus spécifique, tous les plans non qualifiés, on va pouvoir vous aider à les mettre en place, bien évidemment les contrats avec les acteurs avec lesquels nous travaillons, et on sera capable de vous accompagner dans cette stratégie de rétention de vos employés. Donc, n'hésitez pas à nous contacter encore une fois dans ce cadre-là. Je pense qu'on est bon, Adrien. Je pense qu'on est bon. Ouais. Encore merci à Sylvie et à la Chambre de commerce du Merci, sud de la monsieur. Californie, si je ne dis pas de C'est ça. bêtises, qui nous Basé à San Diego. de San Diego, qui nous a aidés dans l'organisation de ce séminaire et qui est une aide précieuse pour notre développement dans la région. Avec grand plaisir. Merci à vous deux en tout cas pour la qualité de cette présentation. Et on mettra donc du coup le replay à disposition sur notre site internet et on le diffusera aussi à la communauté. Merci Parfait. Sylvie, merci à l'équipe. Merci à tous. vous. Merci à tous, merci Adrien. Au revoir. Au revoir.